Bonjour professeur Enrique Casalino, vous êtes le chef des urgences à l'hôpital Bichat. Les chiffres du Covid de ces dernières 24 heures flambent, 180 000. Ça a du sens de donner ces chiffres tous les jours. Olivier Véran a dit ça va monter, ça va encore monter, 180 000. Il y a de quoi s'inquiéter? Ce sont des chiffres et je pense qu'il faut les analyser. Je suis entièrement d'accord qu'ils ne traduisent pas forcément la même réalité que dans la première vague. Dans la première vague, avec 20 et quelques mille ou 30 000, on avait un genou par terre. Il y avait énormément de demandes de lits d'hospitalisation, de consultations aux urgences, de lits de réa. Donc la situation n'était pas la même. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus vaccinés. Le virus est probablement un peu différent. Donc c'est évident qu'il faut analyser les chiffres avec une certaine distance. Il ne faut pas les minimiser non plus parce que derrière ce chiffre, il y a quand même 242 morts ces dernières 24 heures. C'est l'équivalent d'un avion qui s'écrase, c'est pas rien. C'est parce que s'il y a un chiffre qui est solide, brutal mais solide, c'est le nombre de décès finalement. Regardez en Allemagne, ils ont 30 000 cas diagnostiqués par jour, mais ils font aussi 200 et quelques 300 décès par jour. Ils font moitié moins de dépistage que nous. Donc nous, on fait beaucoup de dépistage, beaucoup de diagnostics. C'est très bien, parce que ça permet de mettre des gens en isolement, d'avoir des consignes. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que nous commençons à avoir beaucoup de décès. Et ça traduit la gravité des cas. Il faut arrêter de penser que la Covid est une grippette. Ce n'est pas une grippette. Bon, je crois que tout le monde l'a compris maintenant. Avec le variant Omicron, reste encore ce discours qui est « Oh, il est beaucoup moins grave, vous voyez, finalement, il n'y a rien eu. Regardez dans d'autres pays, il n'y a eu aucune poussée. Il suffit de s'asseoir et d'attendre que ça se passe tout seul. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut être quand même responsable. Il faut être sérieux et se dire que nous ne pouvons pas baisser les bras et que nous ne pouvons pas laisser circuler du virus comme ça. Il y aura forcément des conséquences. Comment on va gérer les choses en janvier? Parce qu'on est au début. Comment on va gérer les choses? Comment on va gérer dans les écoles, dans les hôpitaux? Comment on va faire? Dans les hôpitaux, comme dans beaucoup d'entreprises, l'hôpital n'est pas très différent. C'est un phénomène de société qui transcende uniquement l'hôpital. Dans toutes les entreprises, demandez à des amis restaurateurs, ils ont du mal à embaucher des cuisiniers, ils ont du mal à embaucher des serveurs. Et, dans n'importe quelle entreprise, ils ont du mal à fidéliser leurs équipes. C'est un problème de société, c'est une évolution sociétale que c'est une lame de fond. Ça vient de plusieurs années et que là, ça s'est aggravé incontestablement avec la Covid. À Bichat, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que l'hôpital est sous tension? Depuis ce matin, sur CNews, on vous passe des reportages pour montrer quand même que les lits sont occupés, il y a beaucoup de patients Covid en réanimation et qu'il y a une grosse fatigue. L'hôpital est dans une situation très difficile. Nous avons des lits fermés faute de personnel, de façon chronique. Là, pendant les vacances scolaires, il a fallu quand même donner des vacances au personnel, au risque que sinon ils allaient partir en janvier. Donc, ça nous met encore plus en difficulté. Et je vous invite à tous ceux qui nous regardent à ne pas banaliser les chiffres. Quand on dit qu'il y a 3400 personnes ou 3500 personnes en réa avec la Covid, il ne faut pas imaginer qu'il y a encore 2000 lits vides ou 3000 lits vides à côté. Ce n'est pas vrai. Dans ces 2000 lits, nous sommes en train de faire ce qu'on faisait habituellement dans 5000 ou dans 6000 lits. Donc, il faut être quand même extrêmement inquiet de savoir qu'il y a un tel pourcentage de lits occupés par des patients Covid et que ceci pourrait à un moment mettre en difficulté la capacité d'accueil de l'hôpital en réanimation, en hospitalisation et même dans les urgences, des situations banales. Vous avez un diabète, il se décompense, c'est normal que vous arrivez à l'hôpital. Vous avez un accident de la route, c'est normal que vous arrivez à l'hôpital. Donc, ça peut mettre en danger la sécurité de chacun des Français. Vous l'avez dit, le manque de lits à l'hôpital, c'est le manque de bras. Mais il y a aussi une question d'attractivité. Qui, aujourd'hui, veut devenir infirmier, brancardier, urgentiste, même médecin de ville? Il y a quand même une forte demande. C'est un peu paradoxal. Lorsque, dans des enquêtes récentes, on demande à la population quels sont les métiers en qui vous avez confiance,
90%, nous sommes en tête du classement. On a confiance, c'est le monde oui. de la santé. On a confiance. Mais l'envie, est-ce que vous avez des jeunes autour de vous qui vous disent « je vais aller à l'hôpital » En médecine, il y a beaucoup de candidats. Même pour des études infirmiers, il y a beaucoup de candidats. Nous avons des demandes de postes pour être aide-soignants. Le problème, ce n'est pas seulement de les attirer, c'est de les garder dans le métier. De les former et de les garder. Voilà. Formation Et longue. ça, c'est compliqué. Parce que les salaires ne sont pas très attractifs, il faut être honnête. Deuxièmement, vous êtes dans des métiers où il faut travailler la nuit, il faut travailler le week-end. C'est quand même extrêmement contraignant pour votre vie personnelle, le niveau de pression que vous avez. Et troisième élément, les perspectives de carrière ne sont pas simples. Les évolutions dans le temps ne sont pas simples. Il faut redessiner comment on va construire le métier de demain, le métier soignant de demain, dans tous les niveaux, pour qu'il y ait vraiment une progression dans la carrière, des reconnaissances et des améliorations salariales substantielles. Le Grenelle ne devait pas servir à ça, redessiner, repenser les choses. Il y a eu de l'argent qui a été mis Il sur y la a table. eu le Ségur de la santé, mais vous savez, en France, on a toujours tendance à penser que à un problème, une solution, et que la solution, c'est toujours de l'argent et des moyens. En fait, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut vraiment prendre le temps, faire des propositions qui soient vraiment innovantes et redonner du sens au travail. Et en même temps, il y a quelque chose de très positif. Il faut que je le dise quand même. Je suis très fier des personnels de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, nos secrétaires, le personnel de ménage de l'hôpital, le personnel de sécurité, tous les médecins. Il y a un véritable engagement, une véritable mobilisation. Sans ça, l'hôpital serait dans une crise beaucoup plus profonde et on ne pourrait pas assumer les missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire garantir l'accès aux soins de chaque Français. Ça, c'est grâce au fait que, même si c'est vrai que nous avons des postes vacants, ceux qui y sont là, ils sont engagés, ils se donnent à fond et c'est une immense fierté de pouvoir le dire. Vous dites ce matin, il n'y a pas de crise de vocation pour l'hôpital. Disons, il faut être beaucoup plus attractif et il faut être beaucoup plus attractif dans la durée pour les fidéliser. Il faut de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Une infirmière qui travaille de nuit, elle est payée en plus 15 € pour une nuit. Vous avez l'impression que le gouvernement aujourd'hui... Pour 15 €, vous restez dans le bras de votre femme et vous n'allez pas travailler la nuit à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Vous avez l'impression que le gouvernement, à l'aune de cette crise, fait suffisamment ou n'aurait pas pu en profiter pour mettre beaucoup de moyens? Je pense qu'il y a un problème de moyens et qu'on ne peut pas commencer à faire des comptes d'apothicaire. La situation n'est pas à dire j'ai mis 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Vous savez, rien que les tests coûtent plus de 2 milliards par an. Dire que j'ai mis 11 milliards sur plusieurs années sur le monde de la santé, on voit bien que c'est une goutte dans l'océan. Non, je pense qu'il faut avoir une véritable réflexion sur les carrières hospitalières, le parcours privé et public, les parcours universitaires, la valorisation des métiers, enrichir en termes de compétences et valoriser ces compétences sur un aspect salarial et sur un aspect aussi de reconnaissance. Tout ça, c'est essentiel pour être attractif et fidéliser les gens. On va quitter l'hôpital et parler un peu de l'entreprise. Le gouvernement, la ministre du Travail, souhaite permettre aux médecins du travail d'avoir accès à la liste des non-vaccinés dans une entreprise. Est-ce que c'est le rôle de la médecine du travail d'avoir accès à ces fichiers? Je ne vais pas me prononcer pour mes amis médecins du travail, mais j'imagine que la première réflexion va être il me faut un accord de la CNIL. Et pour travailler à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ça m'étonnerait qu'on puisse faire circuler des fichiers comme ça. Franchement, ça m'étonnerait. Donc, je pense que c'est le type de proposition qui a l'air d'être une très bonne idée, mais que la mise en place pratique me paraît extrêmement compliquée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et que l'efficacité... C'est encore une idée pour regarder qui fait quoi dans une entreprise. Et que l'efficacité, finalement, de la mesure ne serait que du fait que l'immense majorité des médecins ne vont pas adhérer à ça, je pense, ne permettra pas d'atteindre un objectif. Donc, c'est ce qui est arrivé avec beaucoup des mesures qui ont été proposées. Et on a l'impression qu'il y a des propositions qui sont faites et après on regarde que finalement ça colle pas. Et ça perd de crédibilité. Aujourd'hui, on a besoin que chaque Français se sente responsable de sa sécurité et de la sécurité des autres, et que pour ça, il trouve que chacune des propositions, chacune des mesures a du sens. On ne peut pas proposer des choses qui n'ont pas de sens, avec une valeur morale, une valeur civique, et aussi
efficacité. Parce que pour adhérer, il faut que la mesure paraisse efficace. Et pour que la mesure soit efficace, il faut que la population ait adhéré. Professeur, vous êtes confiant pour la rentrée des classes lundi? Nous avons une inquiétude à l'hôpital, et je pense que je la partage avec beaucoup de mes collègues, c'est nous sommes sous très forte tension. Nous ne savons pas combien de lits on va réellement pouvoir réarmer, réouvrir à la fin des périodes de vacances. Si l'épidémie continue à augmenter, et comme ça se voit dans d'autres pays, la demande de lits de réanimation, de lits d'hospitalisation, malgré tout, augmente compte tenu de l'importance de l'augmentation du nombre de cas. Nous risquons de nous trouver avec une situation extrêmement difficile, avec des équipes fatiguées. L'hôpital, il tient aujourd'hui parce que chacun de nos agents fait des heures supplémentaires. À un moment, on ne tiendra plus. Et vous dites qu'avec la rentrée des classes, le virus va continuer à circuler, en particulier dans les écoles, et les enfants sont porteurs de ce virus et le font circuler. Alors, ça c'est vrai. Les enfants sont aujourd'hui entre les populations les plus touchées. Surtout maintenant, les jeunes entre 20 et 39 ans. Il faut rappeler les règles fondamentales de prévention, l'importance de se dépister, l'importance d'être prudent et de protéger sa bulle familiale, son entourage, la responsabilité que nous avons dans les entreprises de protéger nos collègues, de nous protéger entre tous. Ça veut dire c'est essentiel. Vous seriez pour mettre en distanciel les enseignements à l'université, par exemple, ne pas retrouver les étudiants dans les amphis. Nous avons eu des recommandations. Par exemple, je suis responsable d'un diplôme universitaire. J'ai une vingtaine d'étudiants. Les cours de novembre et de décembre, on les a fait en distanciel. À 20, ça va, mais quand ils sont 200, 300 et plus... Alors c'est très compliqué, parce qu'à 20, 200 ou 300, vous faites un topo, c'est un monologue, et donc l'échange est beaucoup moins froid, il n'y a pas la même dynamique. Il y a les examens en janvier, c'est des examens. Tout à fait. Non, tout ça c'est très compliqué, je vous l'accorde. La question essentielle, c'est est-ce que ce sacrifice, on est certain qu'il apporte quelque chose? Si la réponse est oui, on peut travailler et voir comment on fait pour modifier ça. La question des meetings politiques, vous dites oui, vous dites non, vous dites il faut faire très très attention, les faire aussi en distanciel. Les meetings politiques, je comprends que nous sommes dans un pays démocratique et on doit s'en réjouir. Et que la vie politique passe par un certain nombre d'outils et de formules. De rendez-vous qui sont essentiels dans la vie politique. Mais prenons l'exemple des stades. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, on nous dit qu'il n'y aura pas plus de 5000 personnes dans un stade. Il y a des stades où il y a 5000, la capacité est 5000, ils vont être serrés comme des sardines. Il y a des stades qui ont 80 000 de capacité, 5000, il n'y aura personne dans le stade. Donc c'est pas cohérent. La jauge est plutôt un pourcentage du capacitaire habituel, pas quelque chose d'imposé. Ça n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez? Et si ça n'a pas beaucoup de sens, et c'est ça qui perturbe un peu et qui nous fait nous sentir un peu irrités, c'est que lorsque les mesures proposées n'ont pas de sens, elles paraissent incohérentes, on a du mal à adhérer, et si on n'adhère pas, elles ne vont pas marcher. Merci professeur Enrique Casalino d'avoir été l'invité de CNews ce matin. Avec plaisir.